Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue à toutes et à tous dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons un passeur de sciences. Son credo, partager et ouvrir à tous les sciences, sans limite d'âge. En 3 décennies, l'espace des sciences est devenu un haut lieu de découverte et de partage des connaissances. Pas étonnant, vu le profil marathonien de son directeur Michel Cabaret, une course de fond dopée par une passion, la science. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Cette réussite, c'est aussi une histoire collective. Avec nous pour en parler, Paul Tréhin. Bonjour, vous êtes cofondateur de l'Espace des Sciences. Maëlle Chantrel, vous êtes programmatrice et présentatrice dès mardi de l'Espace des Sciences. Et Annie Launeux, vous êtes vice-présidente de l'Espace des Sciences. Espace des Sciences, Espace des Sciences, Espace des Sciences. Le thème est lancé. Bienvenue à tous les 4. Alors la science, merci. Michel Cabaret, c'est l'histoire d'une vocation qui est née lors d'une visite au Palais de la Découverte à Paris. Vous étiez alors tout petit. Quelle image vous gardez de ce moment qui va être finalement fondateur dans votre parcours ? C'était un moment merveilleux. Pour moi, je suis originaire du Perche. Mes parents étaient agriculteurs. Et déjà aller à Paris, c'était tout un événement. Et puis découvrir la science en train de se faire dans un palais, c'était quelque chose de fort. Et les premières expériences, les manips qui nous prenaient un petit peu à contre-pied, développer cette curiosité que j'avais en moi en observant la nature, en regardant les oiseaux, les plantes. Et là, je me suis pris de passion pour ce beau lieu, en ayant après découvert que j'allais avoir la chance de finalement développer cet espace des sciences à Rennes et en Bretagne. C'est un monde qui s'est ouvert à vous ? Oui, c'est celui de la connaissance, des sciences, de la physique, de la chimie, des mathématiques, de la biologie, qui était ma formation de départ. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que la science, elle est d'autant plus belle qu'elle est partagée. Alors, à partir de ce moment-là, pas de doute, vous vous projetiez déjà dans une carrière tournée vers les sciences ou pas ? Non, je ne savais pas très bien. J'ai rencontré Paul, justement, lorsque j'étais jeune et étudiant. Paul m'a recruté à l'université de Rennes. Ouais. Et à l'époque, j'ai travaillé en biologie du sol. Et donc, rien ne me prédestinait peut-être à être passeur de sciences. Mais j'avais cette fibre-là déjà en moi. Et Paul pourra en témoigner tout à l'heure. Comme en témoigne aussi cette photo qu'on voit actuellement. Alors, votre histoire avec ce qui deviendra plus tard l'Espace des Sciences, elle démarre donc grâce à Paul Tréhin, encore une fois. C'est vous qui allez recruter le jeune Michel. Il était l'un de vos étudiants. Quel étudiant était-il à l'époque? Je vous vois sourire, il y a des images qui reviennent. C'est bien avant l'Espace des Sciences, parce qu'il est arrivé à l'Université de Rennes dans les années 80. Et là, j'ai été responsable d'une maîtrise pluridisciplinaire où justement, on enseignait les méthodes d'étude de l'environnement, mais en maîtrisant la physique, la chimie, la biologie, toute une série de disciplines. Il a dit tout à l'heure qu'il était pluridisciplinaire. Et Michel, c'était quelqu'un de curieux. C'est-à-dire qu'il a gravi des échelons, là, d'abord au second cycle, ensuite je l'ai gardé en troisième cycle, ensuite il a fait une opération internationale avec les Nations Unies sur un gros programme d'aménagement en Afrique, et il est revenu à Rennes. C'est à ce moment-là qu'avec un certain nombre de collègues, on avait suivi la progression des idées sur la diffusion de la culture scientifique inventée par Hubert Curien. Et à ce moment-là, Michel est arrivé et il était tout désigné pour être rédacteur en chef de la revue. Alors, on se rappelle des débuts de l'Espace des Sciences dans les locaux d'un centre commercial. C'est quoi les images qui vous reviennent ? C'est vrai que présenter la science dans un lieu commercial, ça paraissait contradictoire, dingue au départ. Parce que les scientifiques avaient imaginé même une maison des sciences sur le campus universitaire de Beaulieu. Les commerçants se disaient, oh là là, avec le dieu Hermès, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et puis, on a tenu bon parce que le grand public était là. Et puis aussi, on a eu la chance d'accueillir les scientifiques qui sont devenus avec nous des médiateurs scientifiques. Et puis, on a réussi à faire de très belles opérations avec des expositions qui même ont dépassé quelquefois les scores des lieux à l'époque les plus prestigieux de Rennes, comme le musée des Beaux-Arts ou le musée de Bretagne. Rapidement, l'Espace des Sciences est devenu un lieu fréquenté à Rennes, alors qu'on était dans le centre colombien et un tout petit espace. Puis on n'avait pas beaucoup d'argent au départ. Alors justement, on va replonger dans nos archives. En 1989, vous étiez à l'époque interviewé sur le plateau de France 3 par une dame
qu'on connaît bien. Quand même de ces savants bretons qui ont marqué cette époque. Alors bon, s'il faut donner des noms, commençons. Ouais. Tout d'abord, Broussais, qui est né à Saint-Malo. Oui. On lui doit beaucoup de travaux, notamment sur la médecine physiologique. Broussais ne voyait peut-être un petit peu que des inflammations dont seules les sangsues pouvaient venir à bout. Oui. Mais cependant, ses travaux ont été très importants et divers établissements hospitaliers à Paris et en province portent son nom actuellement. Alors Broussais, très connu, l'ANEC, dont on voit en ce moment le panneau là, qui est exposé justement Voilà. au centre, au CCSTI. À l'espace Sciences et Techniques, au Centre Colombien. Alors lui, l'ANEC, c'est en observant des enfants Oui. jouant sur la place de Quimper, en train de transmettre les sons dans un arbre creux. Et c'est donc en observant ces enfants que l'ANEC lui-même, faisant des études sur l'acoustique et également sur les sciences médicales, qu'il a inventé donc le stéthoscope, un appareil aujourd'hui utilisé dans le monde entier et qui, au niveau pneumologie, donne d'excellents résultats, bien entendu. Voilà pour cette archive de 1989. Donc on reconnaît Maëlle Chantrel, qui était à l'époque journaliste à France 3. Comment vous avez réussi à la tirer à travers vos filets ? Quel est le lien là ? Mais Maët est aussi très curieuse. Et Maët, elle s'intéresse à toutes les formes de culture. Elle a cofondé aussi Étonnant Voyageur, Maët. Et donc, elle s'intéresse à la littérature. Mais je pense que la connaissance l'intéresse aussi beaucoup. Et puis, Maët sait se mettre à la portée des gens. Les scientifiques l'apprécient beaucoup. On reçoit de grands savants à l'espace des sciences qui la prennent pour sa mère. Certains le disaient. Merci, ça me rajeunit. Rapidement, Maëlle Chantrel, vous vous souveniez de cette Je ne me interview souviens ou pas de cette archive, Ouais. mais nous, on avait une émission le midi avec Christian Roland. Je cite toujours Christian parce qu'il a disparu depuis longtemps, mais je l'aimais tellement. Et en fait, quand Michel avait une nouvelle exposition et invitait des scientifiques à venir faire une conférence au Triangle ou ailleurs, moi, on les recevait quelques minutes dans notre émission du midi. Et c'est comme ça que se sont créés des liens. Alors, Voilà. 30 ans après, quand même, l'espace des sciences a quitté les locaux de ce centre commercial. On a des cheveux blancs. Visite guidée ce matin avec Even, qui est allée à la rencontre justement de vos équipes sur place. Bon matin Anne Fanté, aujourd'hui je suis à l'espace des sciences en plein centre-ville de Rennes avec Christopher. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et Christopher, vous allez nous faire la visite de cet espace que les curieux de Rennes et même les curieux de toute la Bretagne doivent absolument visiter une fois dans leur vie, voire plus, cet espace des sciences. Mais déjà, racontez-nous un peu le concept de ce bâtiment, ces champs libres, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors en fait, l'espace des sciences existe depuis 1984. Association loi 1901 de culture scientifique. Et c'est vrai qu'assez tôt, on a été associé par la ville de Rennes à la construction du NEC, du nouvel équipement culturel, qui est devenu les Champs Libres et qui a ouvert en 2006. Et Christian de Porzenparc a eu cette excellente idée de faire un bâtiment réunissant 3 entités, avec architecturalement parlant des formes assez fortes et bien symboliques. La bibliothèque. Le musée de Bretagne, la bibliothèque, donc la pyramide inversée, avec le plateau du patrimoine au dernier étage, le musée de Bretagne et donc l'espace des sciences, le grand cône surmonté d'un dôme. Alors dans l'espace des sciences, on trouve des expositions, un planétarium où on ira tout à l'heure. Attention, décollage dans quelques minutes. Mais on voulait déjà commencer par parler de l'exposition permanente qui vient d'être renouvelée il y a quelques mois. Tout à fait, au mois de septembre. Et donc, Incroyable Cerveau, c'était pour nous un gros travail. Alors, on n'a pas été aidé par le Covid, mais c'est vrai que régulièrement, l'exposition du premier étage, dite permanente, eh bien, se doit d'être une exposition de référence. On avait parlé de la géologie du massif armoricain, parce que le thème de la géologie est essentiel, surtout en Bretagne. Après, on a fait une exposition sur la biodiversité, tous vivants, tous différents. Pourquoi le cerveau maintenant ? Eh bien, le cerveau, il nous paraissait important justement de traiter des neurosciences au sens large, parce que le marketing, l'éducation, les questions de mémoire, de formation, tout est traversé par les dernières connaissances en neurosciences. Maintenant, le cerveau est souvent considéré comme étant une boîte noire, et on voulait absolument rendre la démarche festive, et donc dans un univers un peu de fête foraine. Ah bah oui, on se croirait presque dans Charlie et la chocolaterie. Ouais, c'est un peu notre inspiration. Et c'est vrai que pour l'espace des sciences, ce qui est vraiment important, c'est que les visiteurs soient les acteurs de leur découverte.
Et donc, les sciences sont souvent considérées comme un petit peu difficiles, associées aux maths, à la physique, aux équations, alors que pour nous, l'idée, c'est au contraire de rendre ça le plus ludique. Mais oui, ça fait un peu penser à la Villette à Paris. Est-ce que c'est une Oui, Villette alors bretonne? évidemment, c'est une inspiration importante avec le Palais de la Découverte. Et c'est vrai que très tôt, on s'est associé donc au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Musée de l'Homme. On travaille avec Océanopolis. On a appris avec beaucoup de grands acteurs et on en a sorti des recettes qui nous permettent justement de mettre le visiteur au cœur du dispositif avec cette démarche d'essai-erreur qui est vraiment la démarche scientifique. Et la meilleure pour apprendre. Je suis désolé, il faut déjà qu'on coupe parce que figurez-vous qu'on a rendez-vous au planétarium et on ne rate pas un décollage dans l'espace. Merci beaucoup. Merci Christopher, à tout à l'heure. Filez, on veut voir ce décollage. À tout à l'heure, Evan. L'espace des sciences à Rennes est aujourd'hui devenu une référence après le musée, le Palais de la Découverte à Paris, deuxième centre le plus fréquenté en France. Christopher parlait justement de recettes. Ça a été quoi la recette pour arriver à un tel niveau ? Mais écoutez, il faut la passion, je pense, des sciences et puis la volonté d'expliquer les sciences au grand public. Comme Christopher nous l'a dit aussi, promouvoir la démarche expérimentale, l'observation, la réflexion, essayer de tirer des conclusions aussi de ces observations en formulant au préalable des hypothèses, en essayant ou non de généraliser. Bref, l'idée, c'est de promouvoir aussi la pensée rationnelle. On en a vraiment bien besoin aujourd'hui lorsqu'on voit tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et l'espace des sciences, c'est ça la recette, tout en se remettant sans cesse en question, parce qu'on n'a pas de collection à l'espace des sciences. Donc on montre la science en train de se faire, et c'est vrai qu'au cours des 30 dernières années, on a parlé du Centre Columbia avec les savants bretons. Aujourd'hui, on est confronté aux défis climatiques, aux vaccins, à l'épidémie, à une crise énergétique. Et donc il faut qu'on trouve des solutions, et je pense que plutôt que de repousser la science et de parler, de donner la parole aux obscurantistes, aux complotistes, il faut que nous, on soit là, justement, pour apporter des réponses. Et lorsqu'on se pose des questions, on ne va pas aller frapper à la porte d'un laboratoire de recherche. Paul Tréhin, avec le recul, quel a été le combat pour s'imposer dans un milieu culturel où les sciences n'avaient pas forcément leur place à Rennes? C'est un combat très long et je pense que le combat il se poursuit. Je crois qu'il faut retenir une chose, c'est que ce qui caractérise la connaissance, c'est qu'elle change en permanence. Elle évolue en permanence. Et le grand défi, c'est de suivre l'évolution de cette connaissance. Moi, je suis plus concerné par les problèmes environnementaux, mais les problèmes environnementaux qui se posaient en 1975 ou 80 sont complètement différents de ceux qui se posaient. Et j'ai une date référence avec l'espace des sciences. C'est 1994. Oui. 14. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994 ? On a fait la première exposition sur les changements climatiques. Vous étiez en avance sur votre temps aussi. C'est ça aussi la clé. Avec les deux personnalités importantes de l'époque, Claude Lorius. Claude Lorius qui a précédé Jean Jouzel et Jean-Claude Duplessis. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une belle image parce que des premiers travaux 1980 à peu près qui touchaient les glaciologues, 94, le premier point par l'espace des sciences, et maintenant avec Jean Jouzel, il y a un fil qui a été tiré on en est au GIEC maintenant, c'est-à-dire on a mondialisé le problème. Et justement, pour que le public puisse se saisir de ces enjeux, il faut vulgariser. Ça suppose quoi comme qualité humaine et pédagogique, Maëtte Chantrel? Pour les conférenciers? Oui. Se mettre, c'est pas facile. Moi, j'ai connu une époque, parce que ça fait quand même très très longtemps, on a vu une archive, une époque où c'était très très mal vu de vulgariser pour les scientifiques. Ils étaient très mal jugés par leurs pairs. Et il y a encore parfois ces jugements-là. Ils étaient même punis. Ils étaient même punis. Donc, accepter d'utiliser un langage plus simple, peut-être, c'est un effort. C'est un effort, mais maintenant, ils le font beaucoup plus facilement. Mais c'est une des qualités. Avoir envie de transmettre aussi. Il y en a qui préfèrent rester dans leur labo, enfermés, etc. Avoir envie de transmettre et avoir ce goût pour de la facilitation, en fait, des choses. Annie Launeux, vous n'êtes pas scientifique, vous. Et pourtant, vous avez rejoint cette aventure de l'espace des sciences. Comment vous avez réussi, vous, à embrasser cette matière qui ne coulait pas forcément dans vos veines? Alors,
Donc c'est un peu une question d'heureux hasard. Bon, j'ai connu Michel Cabaret il y a une quinzaine d'années. À l'époque, j'étais vice-présidente culture de Morlaix Communauté. Et à cette époque, la communauté d'agglomération envisageait de reconvertir l'ancienne usine de tabac, de la manufacture des tabacs de Morlaix, qui avait cessé son activité industrielle. Et donc, la pédagogue que j'étais... Parce que vous étiez une ancienne directrice d'école. Voilà. A trouvé très intéressante l'idée de créer un centre de culture scientifique et industrielle dans ce cadre d'une ancienne usine dans les vastes salles de l'espace des sciences, de la manufacture de Morlaix. Et bon, c'était quand même l'idée de Michel aussi de créer une antenne de l'espace des sciences à Morlaix. Donc là, le lieu s'y prêtait. Donc le président, à l'époque, a trouvé l'idée intéressante. C'est comme ça que vous êtes arrivé, vous, par cette porte des sciences. Oui, voilà. Presque. En somme, c'était un lien. Michel m'a fait découvrir aussi la médiation scientifique. Voilà. Et ça, je trouve que c'était vraiment une démarche pédagogique d'excellence. Est-ce que ça devient addictif à partir du moment où on plonge là-dedans? Je parle aux deux femmes qui n'ont pas baigné là-dedans. Ouais, c'est addictif, Maître Chanterelle? Alors moi, je me rappelle au début, quand il a commencé à me dire, tu vas présenter avant même de me mettre à programmer, tu vas présenter. Il y a des conférences, j'écoutais même pas les toutes premières. J'allais fumer une cigarette dehors et tout. Et puis non, tu m'as pas vu. Et puis petit à petit, je me suis prise au jeu et même si je ne suis absolument pas scientifique, je ne trie jamais là-dessus, j'apprends des petites choses. Puis la passion de Michel, elle est communicative, c'est vrai que... Voilà. C'est vrai que le champ est infini. Comment vous orientez vos choix de programmation? Parce qu'en 30 ans, il faut... Oui, alors on essaye de traiter tous les sujets scientifiques à l'espace des sciences, dans tous les domaines. Et Paul, tout à l'heure, a dit des choses importantes parce que la science, c'est l'humilité. En fait, si on savait tout, on ne ferait pas de recherche. Et donc, on ne sait encore que finalement, je pense, très peu de choses de la nature et de l'univers. On a encore tellement de belles choses à apprendre. Moi-même, il y a 15 jours, on a une grande conférencière, médaille d'or du CNRS, Madame Combe, qui nous a expliqué ce qu'étaient les quasars. Ça m'a vraiment impressionné. Mais aussi, on pourrait très bien dire aussi qu'on a besoin de sciences fondamentales parce que Jacob et Monod ont découvert dans les années, je pense, 1960, l'ARN messager. Et ils ont eu un prix Nobel, je crois, sur le sujet en 1965. Et 60 ans plus tard, c'est d'actualité avec le vaccin contre le Covid. On voit bien que le temps, aujourd'hui, aussi est une donnée dans la science. C'est vrai que les applications, aujourd'hui, sont peut-être plus proches de la découverte, mais quelquefois, on fait des découvertes fondamentales, comme sur la lumière avec les lasers, et puis les applications peuvent venir ou pas, immédiatement. Et donc, il faut avoir cette humilité, mais aussi cette curiosité, parce qu'on découvre des choses encore extraordinaires avec un décalage dans le temps, qui est plus ou moins long. Aussi, parce que les scientifiques peuvent dire, ils disent aussi que parfois ils se trompent. Et c'est bien qu'ils le disent. Et que voilà, c'est ça, c'est la science en mouvement. Allez, en train de se faire. Allez, on part retrouver Evan qui s'est rendu à l'espace des sciences à Rennes. C'est peut-être l'endroit le plus prisé du centre, le planétarium. Ambiance garantie, regardez. Des champs libres à Rennes, c'est vraiment un endroit à découvrir ici. C'est le planétarium. Franchement, j'adore cet endroit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Merci Bruno de nous faire la visite. Alors, on est dans l'espace d'attente avant d'accéder au planétarium et vous avez fait une super déco, on se croirait déjà dans l'espace. Exactement, on est ici dans la salle d'attente qui permet d'habituer les yeux à l'obscurité. Parce qu'il faut à peu près une vingtaine de minutes pour qu'un individu normal passe du jour à la nuit, car on va aller dans quelques instants voir la nuit. Oui. En attendant, les gens, quand ils attendent ici, ils peuvent regarder un petit peu ce que l'on est capable de montrer à propos de l'espace. Attendez, mais il y a des vrais météorites? C'est des vrais météorites. Oui, on montre que ça peut être concret, l'astronomie, parce que l'astronomie, c'est pas que du rayonnement, ça peut être des cailloux qui nous tombent dessus. Oui, alors il y en a une qui a été récoltée en France, c'est pas très rassurant ça? Alors, c'est de l'impactite, c'est-à-dire un mélange entre de la roche locale et une météorite. Et c'est effectivement du côté de Rochechouart, près de Limoges.
Ah, mais c'est pas très loin, en plus, c'est le stress. Exactement. Bon, alors, justement... Je vous propose de continuer le chemin. Parce que pour mieux connaître l'espace et pas stresser pour les météorites, c'est bien d'apprendre. Et ce planétarium, il est génial parce qu'on apprend, et chaque séance est unique. Exactement. Et pour y accéder, nous avons donc ce petit couloir. Un escalier. Mais oui, un peu comme le Festival de Cannes. C'est vrai. Et nous arrivons donc dans cette salle qui est donc notre salle du simulateur astronomique. Oui, parce que c'est vraiment un simulateur dans lequel on navigue un peu à la demande. Exactement, c'est pas du tout un film. Hein. Pour les gens, c'est un film, mais ça fonctionne un peu comme un jeu vidéo, si vous voulez, ou un simulateur de vol. Il y a quelqu'un qui est aux commandes, qu'on va aller voir, et cette personne-là, en fonction de ce qu'elle va cliquer, si elle veut aller vers Mars, vers une galaxie, eh bien, tout le système informatique va calculer en temps réel, 60 fois par seconde, les images qui vont être projetées en direct sur le dôme. Il y a des séances avec des thèmes, évidemment, dont un thème qui est assez sympa, c'est le ciel ce soir. Voilà. Donc on peut se projeter sur des étoiles qu'on ne verra pas forcément depuis chez nous. Exactement. À cause des nuages. Et ça change tous les jours parce que la Terre tourne, tout bouge et on peut comme cela montrer jusqu'à 1 million d'années en avant et en arrière par rapport à aujourd'hui. Et surtout, on peut poser des questions avec l'animateur ou l'animatrice et c'est hyper interactif. Voilà, c'est l'énorme avantage, c'est que pour nous, c'est très important de rester au niveau humain. Et de faire en sorte que les gens, s'ils ont des questions en astronomie, ils savent qu'il y a une équipe ici de professionnels qui peuvent répondre aux questions ou en tout cas aiguiller sur les directions à prendre pour avoir une réponse. Bon alors, on n'a déjà plus beaucoup de temps, donc je vous laisse aller voir Patricia. Moi, je m'assois et j'aimerais bien voir à quoi va ressembler le ciel ce soir au-dessus de chez ma grand-mère, à Carnac. Vous pouvez? Non, c'est une blague. C'est possible en tout cas. Bon, on va voir ça hors antenne et puis nous on se retrouve dans quelques minutes pour vous parler d'une autre exposition qui se passe retour sur Terre à l'étage au rez-de-chaussée sur les horloges. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Bonne contemplation. Alors, ce planétarium, il est aujourd'hui l'un des plus grands d'Europe. Je dirais pas forcément le plus grand, mais l'un des plus performants. C'est-à-dire que les images sont calculées chaque seconde. On a 60 images qui sont calculées en temps réel. Et c'est ce que expliquait Bruno. Le médiateur scientifique se promène dans une base de données avec une souris finalement et peut remonter le temps, aller sur Mars, sur Saturne, aller aux confins de l'univers, même l'univers lointain, tout ce qu'on connaît de plus lointain. Mais en temps réel. En temps réel et revenir sur Terre. Donc on peut même accélérer la vitesse de la lumière, ce qui est une prouesse impossible en physique. Mais au planétarium, à l'Espace des Sciences, on sait le faire. Alors l'Espace des Sciences se démarque aussi aujourd'hui par ses expositions itinérantes au rayonnement national. Ça, est-ce que c'est une fierté aujourd'hui? Mais oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu. Lorsque je suis arrivé à l'Espace des Sciences, on créait nos expositions, mais on accueillait aussi celles de la Cité des Sciences ou du Palais de la Découverte. Et bon, on est à Rennes et puis on a toujours eu la volonté de créer des choses, même modestement. Et si bien qu'aujourd'hui, je suis très fier et très heureux de savoir de voir que nos expositions circulent en France, dans toutes les régions, à Paris aussi également, et puis même à l'étranger. Et ce qui est le plus important aussi, sûrement, c'est de donner une diffusion de la culture scientifique sur tous les territoires, notamment auprès des publics éloignés de la culture, sur les territoires ruraux, dans les campagnes, dans les endroits plus isolés. Moi, lorsque j'étais enfant, il n'y avait pas de bibliothèque, pas de théâtre, pas de cinéma dans ma petite ville de Brou. Et donc, je me mets à la place de ces jeunes. Aujourd'hui, sur Internet, on a tout et son contraire. Mais à l'Espace des Sciences, on peut dialoguer et découvrir cette science, et c'est pour moi important. Paul Trien, le message aussi depuis 30 ans, c'est de dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la science. Ah oui, il n'est jamais trop tard, sûrement pas. C'est même indispensable de continuer à apprendre toute sa vie. Je crois que c'est ça que chacun devrait comprendre, c'est qu'à tout âge et à tous les niveaux d'ailleurs intellectuels, on peut apprendre des choses intéressantes, nouvelles et actuelles. Surtout ça, actuelles. Je reviens sur cette mouvance perpétuelle de la connaissance. Il faut la suivre à tous les niveaux.
Alors, Annie Launeux l'évoquait tout à l'heure, l'un de vos grands chantiers, c'est cette future antenne de l'espace des sciences à Morlaix. Comment est née cette idée? Comment on se dit à un moment donné, une manufacture des tabacs peut se transformer en une nouvelle antenne de l'espace des sciences? Annie Launeux. Alors là, vous savez, l'espace des sciences, c'est ce qu'on appelle un CCSTI, c'est-à-dire un centre de culture scientifique et industrielle. Et là, on est dans le I de industriel. D'accord. Et donc, l'idée au départ, il y a 15 ans, je vous ai dit, 10 ans après. Ouais, c'est un projet qui mûrit depuis plusieurs années. Hein. Oui. Donc, on s'est dit qu'à partir de l'observation du patrimoine de machines qui est resté sur le site de l'usine, grâce aux anciens ouvriers de la Manu qui ont tenu à garder ce patrimoine, à partir de l'observation des machines, de leurs principes mécaniques, et ensuite avec une exploitation ludique et pédagogique, à partir de toutes ces petites manips dont parlait Michel, là, donc les jeunes, les enfants allaient pouvoir comprendre la mécanique, les principes mécaniques. Ça a été facile justement de tirer ce fil industriel avec cette culture scientifique, Michel Cabaret, ou pas? En France, on a peu la culture industrielle et technique. J'ai vu visiter des musées en Allemagne où la culture technique est vraiment développée. Nous, en France, la culture de la main, on la met assez peu en valeur. Il y a le musée des arts et métiers à Paris, un musée des techniques, mais Morlaix, c'était un lieu déjà prestigieux en lui-même. Peut-être pour celles et ceux qui découvrent cette manufacture de tabac, c'est quoi l'histoire de ce lieu? Alors, c'est une usine qui a été construite au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, ce qui est un beau symbole pour y créer un centre de culture scientifique. Et donc ensuite, on connaît l'histoire du tabac, et elle a eu son heure de gloire, et l'activité s'est arrêtée. Et donc, dans ce palais de l'industrie, on va créer, grâce à l'énergie, à l'enthousiasme, à la détermination de Michel Cabaret, on va pouvoir voir aboutir dans les mois qui viennent, là, enfin c'est imminent, ce centre de culture scientifique et industrielle qui va bénéficier de l'expérience de Rennes en matière de médiation, de scénographie. Voilà, l'équipe de Rennes est très précieuse. Est-ce qu'il y aura un laboratoire de Merlin à l'espace des sciences de Morlaix? Parce que je crois savoir que c'est votre bébé. C'est vrai. C'est vrai, parce que Merlin, c'était quand même une personne de la forêt de Pimpon, un personnage légendaire. Non, on n'aura pas un laboratoire de Merlin à Morlaix, mais on aura un atelier, mais c'est exact, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on montrera la science, la technique, qu'on peut toucher du bout des doigts, parce qu'on apprend d'autant mieux qu'on pratique soi-même, qu'on découvre soi-même. Et je pense que ça donne confiance même aux jeunes et aux jeunes d'esprit, comme le Paul le disait, à tout âge finalement. Ça nous donne confiance de nous instruire, de comprendre des phénomènes. Dans les manips, on reprend les principes mécaniques des machines qu'on voit en vrai, avec ses rouages, ses vis d'Archimède. C'est pas un lieu qui va être neutre, c'est un lieu qui participe au projet. Et j'imagine que pour les anciens ouvriers, quel symbole aussi de revivre ce lieu aussi, d'une autre façon. C'est une reconversion de la manufacture sans trahir la mémoire des lieux. Parce que c'est la mémoire industrielle et aussi la mémoire ouvrière, la mémoire sociale. Et vous le disiez, pas de date précise pour l'instant? Non, ce sera l'année prochaine. L'ouverture sera l'année prochaine. C'est pour bientôt. On finit les travaux du bâtiment et puis on va installer les expositions. Il y a une petite période de rodage, mais c'est pour bientôt. Et on sera heureux de communiquer sur la prochaine ouverture. Je vous voyais tous, quand on parlait des enfants, des yeux qui pétillent. Qu'est-ce que vous ressentez, Paul Tréhin, à l'époque où vous étiez encore à l'espace des sciences, quand vous voyez ces enfants qui sont en train de manipuler, qui découvrent, les yeux qui pétillent? Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais je pense que ça fait partie de la culture scientifique. On ne peut pas bâtir une culture scientifique sans intéresser les enfants au départ. On sait très bien que c'est ceux-là qui deviendront pour les uns ouvriers, pour les autres professeurs ou des grands scientifiques, mais tous ont un avenir et il est aussi intéressant. Ce n'est pas la même trajectoire, mais il est intéressant et si au fond, à la base, il est basé sur l'expérimentation, il ne peut pas être trop mauvais.
Et il faut accepter aussi de ne pas tout connaître, de ne pas tout comprendre. C'est ce que vous disiez, Maëlle Chantrel, quand vous invitez parfois des personnalités, il y a des choses qui vous échappent. Ah bah oui, quand il y a une conférence sur la physique quantique, le lendemain, je croise des gens dans la rue, je dis, oh, c'était dur hier soir, Maëlle. J'ai pas tout compris, je dis, moi non plus, mais on a appris quelques petites choses. Et ça passe, et c'est ça qui est formidable. Mais les enfants, c'est extraordinaire de les voir à l'espace des sciences. Moi, j'adore les voir arriver, les petits bambins qui tiennent par la main et qui sont là complètement... Avant de venir à l'émission, j'ai une petite anecdote. Ce matin, j'ai vu un enfant qui sortait du planétarium et qui disait « Waouh, je suis allé dans l'espace !» Et il y avait tous ses copains qui le regardaient, là. Et je me suis dit « Bon, c'est gagné. » Annie Leleu, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, Michel m'a fait découvrir, moi qui n'étais pas scientifique, le monde des chercheurs. Et c'est des gens qui viennent, c'est vraiment très démocratique que ces grands chercheurs, en toute simplicité, viennent transmettre leurs connaissances. Et ça, je trouve que c'est une démarche humaniste. Et bénévolement. Et bénévolement, oui, j'ai oublié de le dire. Mais ils prennent de leur temps. Et pourquoi on a toujours cette image de la science est compliquée, la science c'est difficile, c'est pas pour moi, c'est... C'est vrai que la science est spécialisée, elle a son langage, ses langages même, j'allais dire. Et il faut aujourd'hui réunifier peut-être les choses parce que finalement, la science aussi fait partie de notre culture. Et elle nous intéresse dans notre vie quotidienne de tous les jours, sur les transports, les communications, notre santé. Et donc, on a besoin de cette culture scientifique, sûrement plus que jamais, je pense, pour affronter les prochaines décennies qui s'annoncent pour nos jeunes et pour la population. Et puis, la France aussi, je pense, elle a besoin de savants parce que c'est grâce au progrès de la connaissance qu'on trouvera des solutions à nos problèmes, à nos questions. Et donc, il faut le partager, cela. Il ne faut pas le garder pour soi. La science n'est plus dans sa tour d'ivoire. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil du côté de l'espace des sciences à Rennes. Dernière étape de la visite guidée des vannes. Alors avant de quitter l'espace des sciences, il faut absolument faire un détour par cette exposition temporaire et cette expérience que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Frédéric, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors ici, vous allez devoir replacer les fruits et légumes selon les saisons. Vous allez avoir sur le plateau tout autour printemps, été, automne, hiver et différents exemples de fruits et légumes et il faut retrouver la saisonnalité. C'est vrai qu'on a un peu tendance à perdre ces repères-là parce qu'on en trouve un peu tout le temps, des fruits et légumes. Surtout les tomates. Oui, par exemple, où placer la tomate. Et ça sert à quoi ? Alors ça, c'est pour la correction, parce qu'une fois que vous avez réalisé le jeu, l'important, c'est de repartir avec des informations du contenu scientifique, donc mieux. De corriger son jeu. Et donc, vous pouvez illuminer une petite vignette sur le côté qui permet de retrouver si c'est été, printemps, hiver ou automne. La Clémentine, j'ai complètement foiré, j'ai mis été, mais en fait, c'est en hiver. Bref, voilà, on en apprend des choses. Alors, on va se lever justement pour vous présenter cette exposition sur le thème des horloges. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors, cette exposition, au-delà des horloges, c'est vraiment une exposition sur les rythmes biologiques, les rythmes chez les êtres vivants. Donc, en fait, vous allez avoir plusieurs exemples, aussi bien la floraison chez les végétaux que la migration chez les animaux, l'hibernation de la marmotte. Il y a plein d'exemples qui vont être cités dans ces deux premières parties qu'on vient de traverser, donc les végétaux et les animaux, mais aussi, bien sûr, chez nous. Parce que chez nous, on peut... citer les battements du cœur, le rythme du sommeil, exactement. Le rythme du sommeil. Et tout ça, c'est vraiment lié à, finalement, des adaptations au changement de notre environnement. Parce que ce soit la floraison de la pâquerette ou la migration du saumon, ça va être lié aux saisons. Donc les changements de saison, les changements de marée, l'alternance jour-nuit aussi, tout ça. Tous ces changements de l'environnement, ça va avoir un impact sur les êtres vivants. Et le but, c'est quoi ? C'est de passer des messages comme quoi il faut aussi que nous, êtres humains, on se réancre peut-être avec tout ce qui nous entoure ? Qu'on soit en tout cas synchronisé, en effet, sur l'alternance jour-nuit, par exemple, parce que le corps, tous les soirs, il va se préparer au sommeil. Si on observe les buvant une petite tisane. En buvant une petite tisane, éventuellement. Alors, pas trop chaud non plus. Parce que, non, en effet, c'est important. Parce que le soir, en fait, le corps va se préparer à s'endormir en abaissant le rythme cardiaque, en abaissant la température corporelle. Donc, si on la rehausse avec des tisanes chaudes ou un bain trop chaud,
Ça va être contre-productif. Alors on peut apprendre plein de choses aussi à tout âge, puisque dans cet espace, vous proposez des activités et des animations avec des médiateurs. Exactement. Avec plein d'objets. Expliquez-nous rapidement ce qu'on peut vivre ici. Alors moi, mon travail à l'Espace des Sciences, en fait, je suis chargée de médiation. Et donc, ça va être d'adapter les contenus scientifiques à différents types de publics. Donc, aussi bien du grand public, c'est-à-dire des visites en famille le week-end, le mercredi, qu'à des classes, qu'à des scolaires. Donc, cette animation, par exemple, elle va être adaptée de la moyenne section jusqu'à la terminale. Donc, évidemment, on ne peut pas dire les mêmes choses. Non. On ne peut pas utiliser le même matériel. Donc moi, mon travail avec mon binôme, parce que nous sommes 2 à faire le même métier à l'Espace des Sciences, c'est d'extraire le contenu scientifique et le matériel qui va être adapté aux différents niveaux. Bon, en tout cas, ça donne envie. Je suis désolé, on n'a déjà plus le temps, que je vous avais prévenu, que ça passe très vite. Merci beaucoup. Et si vous voulez venir visiter l'Espace des Sciences, sachez que tous les samedis, si vous prenez un TER de n'importe où en Bretagne, ça vous coûte à peine 5 € pour venir à Rennes. Donc ça peut être une super idée de sortie en famille, de venir passer la journée ici et d'apprendre plein de choses. Moi, je vais continuer à vous écouter. Je m'assois comme si... Mais plutôt le programme de grande section, ça m'ira bien. Alors, allez, bonne journée. Merci beaucoup, Ivan. Je crois qu'il va rejoindre l'équipe si ça continue comme ça. Michel Cabaret, en plus de 30 ans de bons et loyaux services à l'Espace des Sciences, est-ce que l'enthousiasme des débuts est toujours le même ? Oui, je n'ai pas vu le temps passer. C'est vrai ? Je suis toujours très heureux de partager ces connaissances avec le public et puis de rencontrer cette communauté scientifique qui nous est fidèle et puis aussi d'observer un soutien continu de grandes personnalités comme Hubert Curien qui nous a vraiment donné un gros coup de main au début, c'était le ministre de la Recherche, et maintenant les collectivités qui nous font confiance, que ce soit la région Bretagne, Morlaix Communauté, Annie en a parlé, Rennes Métropole. C'est-à-dire qu'on a un soutien dans la durée qui nous permet de développer ces très beaux programmes qui donnent le goût des sciences aux enfants et puis qui nous donnent cet esprit critique, cette culture scientifique dont on a bien besoin. Ça a été quoi l'empreinte, la marque de Michel Cabaret ? Je pense que son grand mérite, c'est dans l'équipe qu'il dirigeait, d'avoir fait travailler chacun à égalité. C'est-à-dire qu'au début, ce n'est plus le cas tout à fait maintenant, parce que c'est devenu une grande entreprise. Mais moi, je me souviens des premiers événements où ils étaient interchangeables. Tous les médiateurs de l'Espace des Sciences étaient interchangeables. Ils pouvaient occuper n'importe quel poste. Ça, c'était d'une richesse formidable. Et il faut maintenir un peu cet esprit-là, même si administrativement, c'est plus possible. Mais ça fait rien. Michel sait faire confiance. Michel sait déléguer. Ça, c'est très précieux. Quand on sent que il vous fait confiance, on fonce, quoi. Il a une énergie. C'est ce que vous disiez. Incroyable. Qui se transmet. Alors, est-ce que cette endurance et cette ténacité que vous avez eue pour l'Espace des Sciences depuis plus de 30 ans, vous l'avez puisée dans la pratique du marathon ? Peut-être. Parce que quand même 3000 km par an au meilleur de vos performances, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est vrai que j'ai toujours couru de tout petit. C'est peut-être devenu même certaines fois une drogue, mais j'ai toujours aimé les courses d'endurance, l'esprit d'équipe aussi avec mes copains. C'était une manière aussi de couper du monde et puis de mon activité professionnelle. Et puis aussi, je trouve que l'exercice physique me permettait de ranger mes idées. Il y a un dialogue assez intéressant entre le corps aussi et l'esprit lorsque l'on fait du sport. Et c'est utile aussi parce que notre activité, elle est assez sédentaire. Et l'activité, c'est vrai que je me suis beaucoup donné dans les marathons, les semi-marathons, et j'ai sûrement eu de l'énergie aussi avec cela. Alors la culture scientifique, on l'a compris, ça fait partie de votre ADN. Est-ce que le jeune Normand féru de sciences est aujourd'hui, malgré lui, breton ? Oui, si vous m'acceptez. Je pense que c'est une région que j'apprécie beaucoup, la Bretagne, parce qu'elle a une forte identité. Je m'y sens très bien, parce que les publics sont curieux, on le voit bien, on a beaucoup de monde. Nous, tous les scientifiques qui viennent nous disent que c'est à Rennes ou à Morlaix qu'on a le plus les plus fortes fréquentations, donc c'est dans l'Ouest. On a cette Bretagne qui est une région extrêmement attachante, chaleureuse, curieuse, et donc je m'y sens très bien. Donc de Percheron, je suis devenu breton. On voit cette image là où vous aviez à peu près 5 ans. Est-ce que vous auriez imaginé une telle trajectoire ? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'est sûr, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, ce rêve que j'ai eu au Palais de la Découverte, j'ai pu le faire grâce à
au public, grâce aux personnes qui sont présentes avec moi sur ce plateau aujourd'hui, grâce à l'équipe. C'est une œuvre collective et c'est assez merveilleux. Et je pense que transmettre quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et qu'est-ce que vous avez découvert des autres avec toutes ces aventures scientifiques, ces aventures humaines ? Sûrement une grande richesse des uns des autres, une humilité. Ça m'a permis aussi de découvrir l'esprit humain. Et puis je me dis que, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de limite finalement à la connaissance. Et c'est vrai que j'aime bien la phrase du Bercurien, j'aimerais bien revenir dans 1000 ans, découvrir ce que l'esprit humain aura découvert, pour ne voir que, ne serait-ce que quelques secondes ce qu'on aura pu produire, parce que je suis persuadé et intimement convaincu qu'on va découvrir de belles choses dans les années qui viennent. Et nous, on souhaite les partager. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Cabaret, d'avoir été avec nous. Vraiment, je crois que vous m'avez réconcilié avec les sciences. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la petite tradition. Fin d'émission, vous la connaissez ? Oui. La photo. Voilà. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. À demain. Merci beaucoup, vraiment.